Monsieur Zosai, directeur du Jouvence International, à l'occasion de ce rendez-vous devenu annuel Little Talk, organisé pour la toute première fois l'année dernière à Douala, qui a été tout un succès total. Donc sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais devoir passer la parole à monsieur Lionel Camanier, qui va devoir planter le décor de cet événement. Monsieur Lionel Camanier, qu'on ne présente plus, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Et pour cette circonstance, mesdames et messieurs, je vous préviens de vous prendre en selfie et de créer un hashtag agroconsulting pour nous faire suivre sur les différents réseaux. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers agriculteurs et chercheurs, autorités administratives et traditionnelles, merci de recevoir les salutations agro-éco-responsables. Il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de faire l'argent avec l'agriculture quand on triche. Vous comprendrez certainement pourquoi à la fin de cet événement. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il faut, de ce qui est convenu d'appeler l'économie réelle. Extrait du message du président Paul Biya à la jeunesse dans son attribution du 10 février 2016. Depuis ce discours, ils sont donc nombreux, ces jeunes et moins jeunes, diasporés et domiciliés locaux, qui se sont lancés dans le domaine, mais sans savoir comment procéder, dans quelle filière se lancer, comment obtenir des semences de qualité, ou se procurer des itinéraires techniques de production, ou encore comment écouler leur production. Des questions substantielles qui ne trouvent pas toujours et souvent des réponses de la part de ces jeunes agriculteurs. Mais ils s'y engagent malgré cela. Vous comprendrez par là que le challenge est grand, voire très grand. Et ceci demande une mobilisation de chacun de nous, car il faudra que nous passions de griller de l'Afrique centrale à griller du monde. Je suis déjà très contente d'être là, pouvoir partager avec vous ce que je connais sur la gestion de la côte de je voudrais déjà rectifier, je suis Angéline Meunier, non pas Angèle. La société c'est Senagro RH, Service des ressources humaines agro-pastorales. Nous sommes basés à Batchenga, donc dans la région du Sang. Et nous voulons mettre à la disposition des agriculteurs une main-d'œuvre qualifiée et disponible. Parce que le réel problème, c'est de trouver une main-d'œuvre disponible. Voilà, donc nous avons trois services que nous mettons, que nous travaillons dans les sites d'exploitation. Il y a la mise en place des pépinières, la mise en place des cultures, les entretiens. Donc avant, Senagro RH faisait d'abord dans le placement des ouvriers même. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes dans le côté social pour gérer la main-d'œuvre chez les entrepreneurs. Maintenant, nous sommes focalisés sur une équipe qui va beaucoup plus travailler pour les tâches ponctuelles ou alors dans les contrats à long terme. Vous avez parlé des questions comportementales, donc de savoir si le personnel que vous allez recruter boit beaucoup, s'il fume, s'il a de la famille, etc. Comment faire pour savoir que bon, on est face à quelqu'un à qui on fait confiance, qu'on peut recruter dans notre exploitation et peut-être même porter des responsabilités? Lorsque vous recrutez votre employé, quand vous avez déjà quelques profils sous la main, vous allez faire un entretien. Donc c'est dans cet entretien-là que vous saurez donc, en lui posant des questions par rapport à l'alcool ou au tabac, s'il est addictif à tout cela. J'espère que vous allez tous bien. Ok, moi je suis Vianney Tietche de l'entreprise AgriPromo. Et aujourd'hui, nous allons parler du foncier. Vous savez, l'agriculture commence par le foncier. Et c'est forcément la porte d'entrée vers
vers une exploitation, que ce soit en production végétale comme animale. Donc, comme je disais, notre entreprise, nous faisons dans le montage et le suivi du projet agricole, nous faisons dans la facilitation des acquisitions des terrains agricoles, nous faisons dans la formation, dans l'agrobusiness en général. Nous réalisons des chantiers en main. Nous créons et développons des réseaux de distribution entre les producteurs et voilà, nous essayons de les mettre en relation en réseau. Et nous faisons aussi dans l'étude et installation des systèmes d'irrigation. À chaque fois, vous nous conseillez de faire dans l'agriculture et tout ça, mais à chaque fois on va couper des arbres. À chaque fois on va couper les faire tomber. Mais j'aimerais savoir, à force de couper des arbres à chaque fois, est-ce qu'on n'agit pas aussi contre la nature? Et si oui, comment est-ce qu'on peut pallier à cela? Est-ce qu'avec les cultures que nous mettons en terre, ça aide? Vous savez, ça c'est mon point de vue, c'est mon avis personnel. La question de l'environnement, c'est une question très fondamentale parce que aujourd'hui, on nous met dans les médias nous en parlent tout le temps. Et la réalité, c'est qu'on voit le réchauffement climatique qui est une réalité dans le monde. Maintenant, nous, qui sommes en Afrique, qui menons des activités agricoles, voilà. Pourquoi on le fait? Nos parents l'ont fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. C'est une pratique qui date de très longtemps. Et aucune activité ne peut se faire sans influence, sans influencer l'environnement. Qui suis-je? J'aurais peut-être dû commencer par là. Je m'appelle Tounabas. Je suis le directeur déploiement de la société Sunstream Irrigation. Sunstream Irrigation, c'est un fabricant de matériel d'irrigation, notamment en goutte à goutte, qui est basé en Turquie. Et je m'occupe, moi, de déployer ces solutions-là sur l'Afrique subsaharienne. Depuis maintenant novembre 2019. On a lancé nos activités en Côte d'Ivoire, au Mali et au Cameroun, et principalement au Cameroun. Et j'imaginais pas qu'il y avait un besoin d'irrigation ici, quand j'ai commencé ma mission. Et en fait, si. Et qu'on ne s'en rendait pas compte. Ce n'est pas parce que le pays est vert foncé, même, et qu'il n'y a plus en abondance, que l'irrigation n'est pas nécessaire. L'irrigation au niveau du champ. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui produisent en saison sèche? Parmi vous. Personne ne produit en saison sèche? Tout le monde dépend de la pluie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en produisant en saison sèche, vous allez avoir d'autres bénéfices? Je dis n'importe quoi. On produit la papaye en saison sèche. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? À combien on vend un tas de papaye, des filets de papaye en saison sèche? Combien? Un citron, 50 francs en saison sèche, n'est-ce pas? 100 francs, un citron. Le piment. L'oignon du Nord, là, c'est 10 000 francs le sac, là, quand ils produisent tous en même temps, là, et elle a dit là-haut. 10 000 francs le sac. 3 mois après, il passe déjà à 60 000. Avant la nouvelle production, c'est 100 000 francs le sac. Pourquoi ne pas produire l'oignon? Répartir ça, ça ne veut pas dire pour gagner plus, mais parce que les gens ont besoin d'oignons aussi à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On importe l'oignon alors des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est même pas la taille de la Damawa. Ils vont vendre l'oignon. Ils n'ont même pas l'eau. Donc l'irrigation, ça permet ça. Ça permet de produire en contre-saison. Ça permet aussi pour les cultures maraîchères de pallier un manque de pluie. Aujourd'hui, on parle de dérèglement climatique, n'est-ce pas? J'ai rencontré pas mal de producteurs d'ananas sur la région de Pendjalou, mais même dans le centre. Depuis les 4-5 ans, ils perdent entre 30 et 50% de leur production à cause de la sécheresse. Je vais faire, disons, 15 minutes de présentation et après vous allez poser des questions et ensemble on va essayer de se rassurer que je vous ai donné le maximum et que vous avez reçu le maximum aussi. Donc, j'ai donc commencé en 2014 avec
Je faisais plusieurs cultures parce que, comme certains parmi vous certainement, on sait que l'agriculture, oui, c'est l'avenir, mais on ne sait pas exactement quelle culture on va faire pour un départ. Donc, c'est la raison pour laquelle je faisais la tomate, je faisais le bananier plantain, j'ai fait le poivron, j'ai fait le maïs. Et je savais que c'est quelque chose qui marche, mais pour comme un jeune entrepreneur, il lance d'abord n'importe quel business parce qu'il est convaincu, il ne sait pas encore exactement ce qui va marcher. Mais avec le temps, je me suis spécialisé dans le maïs. Pourquoi le maïs? Parce que c'est la culture qui me donnait le moins de mots de tête possible. La dernière chose aussi, c'est que si vous avez quelqu'un d'assez ouvert, qui est dans un domaine d'activité, devenez son ami et il peut parfois utiliser son circuit de vente pour vous faciliter la tâche. C'est ce que je fais avec le maïs parce que actuellement, je n'arrive même pas à satisfaire un seul de mes clients. Donc, quand quelqu'un me dit, Loïc, si je produis le maïs, tu vas acheter. Même si tu fais ça, même si c'est 500 hectares, il y a le marché. Donc, quand vous avez une personne ressource qui peut déjà vous garantir le marché sur une certaine production, c'est un gros avantage. J'ai une préoccupation. Tout à l'heure, tu as dit que nous sommes dépendants de l'extérieur concernant les semences et que tu as failli rater une campagne à cause de cette dépendance. Comment as-tu parlé à ce problème-là? Est-ce que tu as utilisé les semences locales ou alors tu as un stock de semences? Ce qui se passe, c'est que les semences que je prenais, j'avais toujours cru qu'on ne pouvait pas utiliser ça 2 fois. Donc quand j'achetais une semence pour la campagne de mars, en août, je l'achetais encore les semences. Mais en passant, aider les gens, c'est bien. J'ai aidé un ami à s'installer, il a fait, je crois, 15 hectares de maïs. Donc, et lui, il avait pris cette semence-là. Donc, en temps, j'avais déjà tout vendu ma part parce que je savais que je devais avoir les semences de la campagne qui suit. Maintenant, quand les semences sont finies, mon ingénieur sur place m'a dit qu'il faut quand même qu'on essaye, on appelle ça la F2. Parce que lui, il a planté la F1. Il a dit, essayons un peu de planter la F2 de sa semence pour voir comment est-ce que ça se comporte. Et on n'avait pratiquement pas le choix. Donc, on est allé, on a sélectionné les meilleurs épis, on a trié, on a cassé les têtes, on le fait avec les semences et on a sémé. Et nous, assure le rendement est potable. On peut avoir une baisse de rendement de peut-être 25% par rapport à celui de la F1. Donc, vous voyez que la difficulté m'a aussi permis de savoir qu'en fait, je pouvais acheter les semences une fois en 1 an et non 2 fois par an. Je vais vous entretenir sur comment développer son agriculture. C'est d'abord pour cette question, c'est quoi la loi des 8 E. Les 8 E, en fait, c'est tout simplement les 8 escaliers ou les 8 marches qu'il faut vraiment traverser en tant qu'agripreneur pour pouvoir arriver au sommet du succès. Alors, c'est quoi la première marche de cette loi? C'est l'identification de la cible. Tout à l'heure, les autres sont passés. Ils ont parlé de la vente, il faut vendre des produits et autres. Et dans cette loi, dans cette loi des 8 E, la première marche, c'est l'identification de la cible. Vous produisez pour qui? Vous vendez à qui? Où se trouve cette cible? Vous faites par exemple, c'est pas le piment ou le manioc. Vous voulez vendre ce manioc à qui? Où et comment? Il faut donc pouvoir savoir où cette cible se trouve afin de parvenir à faire cette production qui puisse être adaptée à leurs besoins. Et non seulement produire, trouver au marché et puis le produit ne se vend pas. Donc il est très important de pouvoir identifier la cible avant de lancer sa production. Pourquoi est-ce qu'il est important de vendre avant de produire? Ma question est autour de la sécurité. Comme on disait tout à l'heure, quand on a une exploitation de peut-être 5 hectares, bien plus, comment est-ce qu'on fait pour garantir la sécurité de toute l'exploitation? Déjà, la sécurité doit être au niveau du... Il faut déjà d'abord assurer que le site que vous avez déjà, c'est d'abord de 5 hectares. C'est comment on doit passer par là. Parfois, il y en a qui ont déjà 5 hectares. Environ, les gens ont 3 hectares. Et si vous êtes vraiment rassuré que vous avez ces 5 hectares, la première chose à faire, c'est de faire le concours avec les plans d'un futur. Vous faites le concours de votre exploitation, vous mettez des plans. Ouais, c'est vrai que les plans d'un futur, ça peut être épargné, ça peut être productif. Parce que la sécurité est peut-être à de vous. La sécurité au niveau avec les riverains, quoi. Parce que si on est sécurisé par ces niveaux-là, comme différent. Parce que quelqu'un qui vient peut-être voir une photo, nous, on peut travailler, quand on est sur
on se dit que non, le site n'est pas occupé. Alors que le site est occupé. Mais quand vous faites déjà ce bouton-là, vous mettez des plans. Même si on a quelqu'un pour acheter, elle va vous dire, ces plans-ci, c'est quelqu'un qui a mis, elle va pousser seul comme ça. Puis il va se remettre en question, il ne pourra plus venir prendre le temps. Si vous prenez juste une partie du champ, vous installez là, vous apprenez l'autre, et bien vous devez poser ça. C'est la chose qu'on a eu à voir. Quand on prend 17 ans, 20 ans, pendant qu'il est du côté, nous en train d'avancer, l'autre de l'autre côté, là, un moment, il se croise, la discussion commence. Donc, nous pensons tous que le site appartient au premier occupant. Parce que quand il y a planté là, ça devient compliqué, c'est toute une procédure. Donc, déjà, vous pouvez faire cela. De deux, ça veut dire que si vous avez peut-être un personnel sur place, il va falloir au moins une fois tous les 2 jours, le bain circule. C'est important. C'est-à-dire qu'il fait le tour du champ.